Et il commence à me menacer comme d'habitude, que retrocédez-moi les sites parce que je le veux. Je dis, mais j'ai signé un contrat. Mais il dit, mais on s'en fout. Un contrat, c'est qu'un bout de chiffon, c'est qu'un papier que moi, dans tous les cas de figure, je n'ai jamais fait de confiance même à un document signé. Donc, vous me retrocédez les sites et tout va bien se terminer. Si vous ne le faites pas, je vous garantis que ça va mal se terminer pour vous et vous vous engagez dans une bataille que vous ne pouvez pas gagner. Je lui dis, ah bon? Il me dit, je dis, mais si c'était dans votre pays, parce que il est franco-israélien, si c'était dans votre pays, vous êtes sûr que vous pouvez tenir ce genre de langage-là? Non, j'ai signifié tout cela. M. Ali Ouattara qui m'a dit de faire le point des avenants. Quand j'ai fait, j'étais autour de, je crois, 19 millions, quelque chose comme ça. Donc, M. Ali Ouattara a fait parvenir cela à M. Pascal Baudresse qui a dit non, lui, il ne peut pas payer ça, que c'est trop et tout, que dans tous les cas de figure, il ne peut pas payer un tel montant. Je dis, mais c'est vous-même qui avez modifié le montant de marché et aujourd'hui, vous m'avez demandé de voir pour faire un avenant. Donc là, finalement, je comprends que vous ne voulez pas régler le problème. Mais dans tous les cas, on verra ça après. Donc, je continue, j'essaie de maintenir toujours le cap. Je veux juste quand même apprendre du matériel encore avec des fournisseurs. Puisque j'étais déjà les deux pieds joints, j'avais déjà les pieds dans le plat. Il me fallait essayer de maintenir le cap parce que je me suis dit, quand je finis de faire cela, voyant que malgré toutes ces difficultés, j'ai pu quand même finir les sites, ils allaient pouvoir comprendre pour me payer effectivement tout ce que j'ai eu à faire comme des efforts supplémentaires. Donc j'essaie de maintenir le cap parce que c'était la seule source que j'avais pour pouvoir honorer mes engagements auprès des fournisseurs. Donc j'essaie de maintenir le cap et tout ça. Et jusqu'à après, on me dit que vu que j'ai fourni des efforts, il y a la phase 3 qui va venir. La phase 3, M. Pascal Baudresse me dit que lui ne souhaite pas que moi je fasse partie des entreprises qui allaient intervenir sur la phase 3 parce que la phase 2 déjà, c'est difficile. J'ai dit, mais c'est difficile parce que c'est vous qui avez changé les montants de marché. Et en plus de ça, il ne faisait pas les paiements comme il le fallait, puisque les paiements se faisaient chaque mois. Il y avait des moments où on pouvait faire 2 mois, 3 mois, malgré qu'on travaille, qu'on ait produit des quantités de travail, mais il ne faisait pas les paiements. Donc c'est tout ça, j'ai remonté et tout, dans les courriers et tout. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit non. Donc j'ai informé un autre de les responsables, nom de M. Franck Damon, je crois qu'il est le président de Promet International. Je l'informais par courrier parce que lui n'est pas ici. Je crois qu'il était, je ne sais pas s'il était à Tel Aviv, je crois, un truc comme ça. Donc je lui ai écrit pour lui dire, voilà ce qui est en train de se passer et que vraiment moi cela me préoccupe tout. Il m'a dit non, que cela allait se régler. Dans le même temps, on me fait parvenir le contrat de la phase 3. Et la phase 3, j'étais dans la zone de Sassandra. Le contrat de la phase 3 qui était pour un montant de 171 millions de francs CFA. Donc, quand je reçois le contrat, j'ai signé le contrat. Et le contrat était dans le mois de juillet 2023. Oui, juillet 2023. Je devais commencer dès que j'avais signé. Donc, quand j'ai signé le contrat, M. Pascal Baudresse a demandé que je fournisse une garantie pour les 30% de l'avance de démarrage. J'ai fourni la garantie. M. Pascal Baudresse m'a dit, lui ne souhaite pas que je commence. Parce qu'il estimait que je n'étais pas suffisamment avancé dans la phase 2 pour pouvoir commencer la phase 3. J'ai informé le responsable, M. Franck Damon, qui m'a dit, oui, effectivement, que j'étais à 46% de l'évolution, que lui souhaitait que moi j'atteigne les 60% au moins de la phase 2 avant de commencer la phase 3. Je lui ai dit, mais le contrat de la phase 2 ne stipule pas que je dois atteindre 60% pour pouvoir commencer la phase 3. Donc, M. Baudresse, qui a une volonté manifeste de me mettre en retard, puisque tous ceux qui ont signé pour commencer la phase 3 ont déjà commencé depuis juillet. Pourquoi est-ce que moi, il m'empêche de commencer? M. Franck Damon m'a dit non, qu'il souhaite que j'atteigne quand même les 60% parce qu'ils ont une pression vu qu'ils doivent livrer les sites et tout ça, que c'est vraiment compliqué pour eux. Donc, je n'ai pas voulu faire d'histoire, j'ai maintenu les caps et j'ai informé M. Ali Ouattara pour lui dire, voilà ce qui est en train de se passer. Il faut vraiment que tu essaies de parler à ton responsable pour qu'il me paye mes avenants. Puisque là, il ne me paye pas, j'ai du mal à pouvoir continuer et tout ça. Il faut qu'il me paye pour que je puisse continuer. Donc, M. Ali Ouattara qui me dit, il a compris, il va lui faire un retour et tout ça. Donc, j'essaie de maintenir toujours le cap jusqu'à ce que j'atteigne les 62%, je crois, 62%. C'est là que M. Franck Damon donne le OK pour que moi, on me permette de commencer. Mais je précise que c'est en novembre, je crois que c'était mi-novembre 2023,
que moi j'ai commencé, là où les autres ont commencé en fin juillet. Fin juillet, la phase 3. Et tout ça. Donc, je commence, je vais d'abord sur les sites. Ils m'ont fait une avance de démarrage de 57 millions parce que j'avais déposé la garantie pour les 30%. Et la phase 3, le montant faisait 171 millions. Donc j'arrive, je déploie les équipes, je fais venir du matériel et M. Pascal Borderès qui m'appelle de façon incessante. Il faut que vous alliez rapidement, il faut que vous commenciez les travaux. Il me mettait tellement la pression que j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce que dans le projet, c'est eux qui font tout ce qui est terrassement, tout ce qui est implantation. Nous, quand on vient, on fait les fouilles, on fait les bétons de propriété, puis on fait les élévations pour pouvoir commencer à construire et tout. Donc, il me mettait tellement la pression que je suis arrivé et j'ai appelé un géomètre pour lui dire, bon, on va implanter le bâtiment, mais d'abord, je souhaiterais que tu fasses une vérification pour m'assurer que tout était conforme. Parce que, vu l'insistance avec laquelle il voulait que je commence, j'avais pas un bon pressentiment. Donc, le géomètre qui fait la vérification, et il me dit, après avoir fini son rapport, il me dit, monsieur, est-ce que vous avez bien fait de ne pas commencer? Parce que là, ça allait vraiment très mal se passer. Je lui demande, mais pourquoi? Il me dit, mais l'implantation que Promet International vous a donnée pour implanter le bâtiment est fausse. Les dimensions et tout ça ne concordent pas. Que l'implantation réelle où le bâtiment doit être implanté, surtout, je crois, à 19 mètres, je crois, de la zone qu'il m'avait montré et tout ça, là où il m'avait montré. Je dis, ah bon? Il me dit oui. Il me dit, bon, dans tous les cas de figure, moi je leur fais un courrier, puisqu'il travaille avec des techniciens et tout ça. Il travaille avec le BNET, il travaille avec des techniciens et tout ça. Donc, je dis, bon, je vais voir. Donc, je fais un courrier que j'envoie à M. Pascal Borderès et à certains responsables, et puis aux techniciens de la zone, qui s'appelait M. Guiraud, puisque dans la zone d'Abengourou, c'était Ali Ouattara, mais dans la zone de Sassandra, c'était le technicien Guiraud qui était là. Quand le monsieur m'a fait le rapport, j'ai fait un retour à M. Pascal Borderès et tout, et je lui ai dit, voilà, ce que je viens de constater avec le rapport du géomètre et tout ça, j'ai fait le courrier, je lui ai envoyé. Et M. Guiraud me fait une esquisse à main levée des plans et il me dit de ne plus utiliser les plans qui ont été fournis. M. Pascal Borderès m'informe d'ailleurs de ne plus utiliser les plans que eux m'ont fournis, qui étaient imprimés côté, parce que ça ne cadrait pas avec la réalité et qu'ils allaient me faire venir un autre jeu de plans avec lesquels j'allais travailler, puisque sur la nouvelle implantation que le géomètre avait détectée, l'orientation des bâtiments changeait complètement. Donc, ce n'était plus la peine d'utiliser les plans que eux m'ont fournis, qui étaient conformes et qui étaient dans le contrat, de ne plus utiliser ces plans-là. Donc, M. Guiraud m'envoie une esquisse à main levée et je lui réponds par courrier pour dire je ne peux pas utiliser ces plans-là. Tu ne peux pas faire des esquisses à main levée pour me donner. Je veux les plans conformes pour pouvoir travailler parce que c'est un projet quand même important. Donc, ça commence à faire des tollés. M. Pascal Borderès me demande de commencer avec ça. Je dis non, je ne peux pas. Je veux les plans vraiment adéquats et tout ça. Et après cela, il me convoque, me demande de venir. Donc, j'arrive dans le mois de novembre. Je crois que c'était entre le 20 et le 25 novembre, si j'ai bonne mémoire. J'arrive à son bureau. Il me dit, il veut être franc avec moi. Il souhaite que moi, je lui rétrocède les sites, de lui rétrocéder les parts de marché. Je lui dis comment ça? Il dit, il veut que je lui rétrocède les sites. Et comme il avait l'habitude de me menacer chaque fois comme ça, j'ai pris le soin cette fois-ci d'activer mon enregistreur. Parce que je savais qu'il allait dire, enfin, il allait tenir des propos comme ça. Donc j'ai activé mon enregistreur et je l'avais en main. C'est-à-dire sur mon téléphone en fait. Et il commence à me menacer comme d'habitude. Que rétrocédez-moi les sites. Parce que je le veux. Je dis, mais j'ai signé un contrat. Mais il dit, mais on s'en fout. Un contrat, c'est qu'un bout de chiffon, c'est qu'un papier que moi, dans tous les cas de figure, je n'ai jamais fait de confiance même à un document signé. Donc, vous me retrocédez les sites et tout va bien se terminer. Si vous ne le faites pas, je vous garantis que ça va mal se terminer pour vous et vous vous engagez dans une bataille que vous ne pouvez pas gagner. Je lui dis, ah bon? Il me dit, je dis, mais si c'était dans votre pays, parce que les franco-israéliens, si c'était dans votre pays, vous êtes sûr que vous pouvez tenir ce genre de langage-là? Il me dit, bon, dans tous les cas, lui, il n'en a que qu'il souhaite que je lui rétrocède les sites, parce que si je ne le fais pas, il ne va pas me permettre de travailler sur la phase 3. Il dit, mais donc, pourquoi m'avoir permis
de signer le contrat de la phase 3, de recevoir l'avance de démarrage, de recevoir mon ordre de démarrage. J'ai déployé des équipes et maintenant vous m'empêchez de travailler. Il m'a dit, ben, dans tous les cas de figure, lui, c'est ce que lui, il souhaite, ou bien au pire des cas, de scinder en deux. Je prends juste un seul site sur les 3 sites sur lesquels je devais intervenir et puis de lui rétrocéder le reste. Parce que si je ne le fais pas, comme il me le dit, la phase 3 serait menacée et je n'allais pas pouvoir terminer le projet. Donc, on se dispute à chaud, je claque la porte et puis je m'en vais. Quand je m'en vais, j'appelle le contrôleur Ali Ouattara pour lui dire, tu vois que ton patron là, il n'est pas sérieux. Regarde ce qu'il vient de me dire et tout. Le Ali Ouattara, qui à son tour me dit, oui, mais bon, dans tous les cas, lui aussi, il m'informe que si je veux demeurer dans le projet, puisque j'étais en finition sur la phase 2 et je commençais la phase 3, il souhaite que par rapport à la phase 2, moi je lui remette 10 millions pour pouvoir demeurer dans le projet. Et il m'écrit ça noir sur blanc sur WhatsApp pour me dire de lui remettre 10 millions par rapport aux 3 sites que j'ai dans la phase 2 et que si je ne le fais pas, la phase 3 serait menacée. Donc il m'écrit ça et pour confirmer, c'est dit, il m'envoie son RIB pour me dire, vis-moi les 10 millions sur le RIB. Donc comment je reçois ça? Je n'ai pas répondu, je n'ai pas voulu remettre l'argent. Et je continuais toujours d'insister pour pouvoir voir les plans, pour pouvoir commencer dans la 3e phase. Donc, j'avais stocké tout le matériel dans la zone et le chef du village de la zone, puisque c'était dans le village de Guéguibré, dans la zone de Sassandra, le chef du village qui me dit que tous les autres villages ont eu leur centre de santé et que lui, il est tellement pressé, il est tellement soucieux de voir son centre de santé que lui, il veut contribuer. Monsieur Pascal Borderès me donne rendez-vous le 18 décembre 2023 et le 17 décembre 2023 m'appelle à 22 h. Mon comptable et mon directeur technique m'appellent pour me dire qu'il y a des individus qui sont arrivés dans des camions et qui ont vidé tout le stock de matériel que j'avais sur les sites. J'avais fait venir du matériel à hauteur de 26 millions, pratiquement. Et je lui dis, d'accord, mais c'est pas possible puisque c'est le chef du village, enfin c'est le village qui avait la sécurité du matériel, donc c'est pas possible. Donc j'essaie de joindre le chef, il ne décroche pas. Donc le lendemain matin, 18 décembre, je vais à la réunion rencontrer M. Pascal Borderès. Dès que j'arrive, il me dit que j'ai plus de matériel sur les sites, donc je sors du projet. Je lui dis comment ça? Il me dit oui, j'ai plus de matériel, donc je sors du projet et que c'est fini. Et puis, quand je sors du projet, je rembourse l'avance de démarrage. Je lui dis mais non, là je viens d'apprendre que j'ai été cambriolé, enfin, qu'on a volé le matériel que j'avais. Donc je souhaiterais au moins aller prendre connaissance de ce qui se passe et puis quand je vais revenir, on verra. Il ne me dit pas question que pour lui c'est clos. Donc je sors du projet et puis je rembourse l'avance de démarrage. 57 millions. Puisque c'était 30% de 171 millions. Puisque j'ai déposé la garantie. Voilà. Donc je vais sur les sites en question. Quand je vais, je me fais accompagner. Quand j'arrive sur les sites, on rencontre le chef du village qui me dit, voilà déjà que lui, il n'est pas du tout content de moi. Je lui dis, ah bon? Et pourquoi? Et j'ai cette conversation-là que j'ai eu avec lui, je l'ai en audio, puisque j'ai fait traduire tous ces éléments et tout. Il me dit que lui n'est pas du tout content de moi, qu'il est très fâché. Je lui demande, et pourquoi? Il me dit, parce que lui déjà, depuis le 10 décembre 2023, les contrôleurs de la société Promède International AG sont venus lui dire à lui, sur instruction du directeur du projet de Promède International, M. Pascal Borderès, que moi, mon entreprise Rochelle BTP ne fait plus partie du projet et qu'il n'y aura plus de paiement qui sera fait et qu'il y a déjà une autre entreprise qui va venir prendre la relève. Et pour cela, il faut que lui, le chef du village, il permette aux ouvriers de se payer en prenant le matériel, puisque moi, je n'allais plus pouvoir les payer. Donc, le chef qui me dit que lui, il a ouvert et certains de mes ouvriers sont allés prendre le matériel parce qu'on leur aurait dit que je n'allais plus pouvoir les payer vu qu'on m'avait déjà sorti du projet. Et c'est comme ça que le matériel s'est volatilisé. Et que lui, il n'est pas du tout content parce que moi, j'ai eu à prendre des gens de la main-d'œuvre locale alors que je n'allais pas pouvoir les payer et tout. Je lui ai dit, mais non,
Même si vous avez eu cette information-là, moi, vous devez m'appeler pour m'informer parce que le matériel ne vous appartient pas. Le matériel appartient à ma société. Donc, s'il y a quelque chose, vous m'appelez parce que chaque fois, on communiquait pour faire le point de la situation. Pourquoi ce jour-là, vous ne m'avez pas appelé? Il me dit dans tous les cas, tu n'as pas de compte à me rendre, que si moi j'ai un problème, d'aller rencontrer le responsable de Promed et puis les contrôleurs de régler mon problème avec eux. Mais lui, de le laisser hors de tout ça. Je dis bon, mais déjà je veux aller me voir sur les sites. Il me dit non, que lui il a reçu instruction de Promed International AG, enfin du directeur de Promed International et des contrôleurs de Promed, que je ne dois plus jamais accéder au site parce qu'il y a une autre entreprise qui va venir prendre la relève. Donc, ce n'est même pas la peine que j'essaie d'insister parce que si je force, c'est le village qui va se dresser contre moi. Donc c'est comme ça. Nous sommes partis de là-bas. Quand je suis revenu, je crois que c'était le 27 décembre, quand je suis revenu, mais d'abord j'ai porté plainte à la brigade de Sassandra et tout. Et quand je suis revenu, j'ai demandé à rencontrer le Pascal Borderès. Il me dit qu'il n'a pas le temps. J'ai écrit à d'autres de leurs responsables. Ils ne me répondaient pas. J'ai écrit à certains responsables du groupe Mitrailleux aussi pour expliquer la situation, puisque dans la phase 1, quand il y avait eu l'incident, eux, ils avaient présidé à cela. Je leur ai écrit, ils ne m'ont pas répondu. J'ai essayé de les appeler, ils ne m'ont pas répondu. J'ai écrit à M. Franck Darmon pour lui expliquer la situation, pour dire que je souhaiterais le rencontrer. J'ai demandé 2 rendez-vous avec lui via sa secrétaire. Il m'avait dit qu'elle allait le transmettre. C'est resté sans suite. Donc, décembre 2023, j'essaie de les relancer. Personne ne me répond. Janvier, j'essaie toujours de faire des courriers, de les appeler. Personne ne me répond. Février, j'apprends qu'il y a une autre entreprise qui est sur mes sites en train d'exécuter. Et c'est le monsieur de cette entreprise qui m'appelle pour me dire que certains villageois lui ont dit qu'il y a un souci sur le site et que c'est moi qui étais là. Donc lui souhaiterait savoir qu'est-ce qu'il en est réellement. Je lui ai juste dit qu'effectivement j'étais là, mais il y a eu un souci, donc je suis en train d'essayer de joindre les responsables de Promed et de Mitrailleux pour pouvoir parler de ça, mais je n'arrive pas à les joindre. Donc il m'a dit d'accord, il a compris. Donc après, je fais un courrier à leur responsable pour leur dire, mais je viens d'apprendre qu'il y a une autre entreprise qui a pris la relève. Mais je n'ai pas reçu de courrier de résiliation, on n'a pas fait le point, rien du tout. Puis comme ça, vous mettez une autre entreprise. Donc quand j'ai commencé à signifier cela, parce qu'ils avaient une base de données en ligne, pour chaque entreprise, pour pouvoir consulter le niveau d'évolution. Et dans cette base de données-là, c'est là que se faisait le dépôt des niveaux d'avancement de travaux. C'est-à-dire c'est là-bas qu'on pouvait voir à quel niveau est-ce qu'on progressait. C'est là-bas qu'il y avait aussi les contrats qu'on avait signés et tout ça. Donc, toutes les informations relatives aux différents projets étaient là-bas. Et quand je signifie cela, je vois que je n'ai plus accès à ma base de données. Quand je lance, on me dit que je ne fais plus partie de la base de données. Donc, ils ont verrouillé mes accès. Je lui dis, mais voilà, j'ai écrit à leur responsable technique, Mme Clarisse Conan, pour lui dire, mais je n'arrive plus à avoir accès à ma base de données. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'apprends qu'il y a une autre entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, c'est pas possible. Donc, elle me renvoie par mail le lien habituel que j'utilisais pour accéder à ma base de données. Quand je lance, ça ne s'ouvre pas. Elle me renvoie encore quand je lance, elle me dit que je n'existe pas dans la base de données. Donc, j'ai essayé, pendant quelques jours, il ne me répondait toujours pas. Donc, j'ai approché mon cabinet d'avocat et j'ai expliqué l'affaire. Donc, c'est comme ça qu'on a fait une sommation interpellative et nous avons relaté tous les faits qui étaient dedans et la sommation est partie. Après ça, 2 semaines après, je leur ai envoyé une citation directe à comparaître devant le tribunal correctionnel. Voilà. Donc, devant le tribunal correctionnel d'Abidjan. Parce que j'estimais que les cas qui m'étaient arrivés étaient vraiment graves, puisque à cause de ce projet aujourd'hui, je croule sous le poids des dettes avec des fournisseurs. Ma famille a été agressée. Là encore, on a subtilisé mon en-tête sans mon consentement. On avait un protocole d'accord qui disait qu'ils allaient me permettre de travailler dans la seconde phase, mais je me rends compte que même là, ils n'ont pas respecté, puisque les montants de marché ont été revus à la baisse pour la phase 2, pour la phase 3. Et puis, le montant qui m'a été payé ne correspondait pas aux 13 sites que j'avais. Donc, j'ai fait le point de tout ça et c'est comme ça que nous sommes arrivés devant les tribunaux. La première audience était prévue pour le 8 mars 2024. Ils ne sont pas venus. La deuxième audience, c'était pour le 26 mars. Ils ne sont pas venus. La troisième audience, c'était pour le 17 avril. Ils ne sont pas venus. La quatrième audience, je crois, c'était le 8 mai, si j'ai bonne mémoire. Oui, le 8 mai.
C'est là que M. Pascal Borderès et Ali Ouattara sont venus. Quand ils sont arrivés, le juge m'a demandé de passer à la barre. Quand je suis passé à la barre, j'ai présenté les éléments que j'avais comme preuve et tout ça qui les accablait. Quand j'ai fini de m'expliquer, M. Pascal Borderès et M. Ali Ouattara sont venus à la barre et ils ont précisé qu'eux ne sont pas venus au nom de la société, ils sont venus à leur nom propre. Et c'est là le juge a dit, mais non, vous ne pouvez pas venir en votre nom propre, puisque M. Aké, c'est avec votre structure qu'il a signé le contrat, donc vous êtes employé. Ils disent que non, ils sont venus à titre personnel. Donc le juge a demandé qu'une personne qui représente la société vienne. Il a exigé cela. Ils ont dit qu'ils allaient faire une procuration et que les responsables ne sont pas ici à Abidjan, ils sont à l'étranger, ils sont à Tel Aviv, ils sont en Suisse, ils sont un peu partout. Donc, l'audience a été reportée encore, je crois, pour le 12 juin, je crois. 12 juin. Le 12 juin, ils arrivent, ils donnent une procuration et ils désignent Mme Clarisse Conon, qui est ingénieure, comme étant la responsable du groupe Promède International. Et elle confirme que oui, c'est elle qui est la responsable de Promède International AG. Avec une fausse procuration, puisque c'est M. Pascal Borderès qui est le responsable et qui continuait de signer les contrats, les factures en tant que directeur de projet. Et même dans les mails qu'ils envoient, c'est toujours mentionné M. Pascal Borderès qui est le project manager et tout ça. Donc c'est une fausse procuration qu'ils ont eu à remettre au tribunal. Et j'ai demandé la copie de cette procuration-là via mon cabinet d'avocats. Ils n'ont jamais voulu nous la donner parce qu'ils savent que je connais tous les responsables, en fait, et que j'allais pouvoir prouver que Mme Conon n'était rien d'autre qu'un ingénieur. Elle n'était pas du tout la responsable, encore moins quelqu'un enfin, qui pouvait prendre des décisions et tout ça. Donc, on était à cette audience-là, quand, après avoir fait les confrontations, le juge nous a dit que le 12 juillet, il allait avoir, comment on appelle ça, le délibéré et tout ça. Mais pendant l'audience, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas pu démentir une seule de mes accusations. Quand on leur demande qu'est-ce que vous avez à dire face à telle accusation, ils disent « je ne me reconnais pas dedans ». Je ne me reconnais pas dedans, c'est tout ce qu'ils disaient. Mais ils n'ont pas apporté d'évidence formelle pour pouvoir démentir ce que je disais, puisque les preuves les accablaient. Il y a des conversations où même on entend M. Borderès, parce que quand je parlais avec lui, j'ai fait exprès de prononcer son nom pour qu'on sache que c'est avec lui que je parlais. Quand j'avais eu l'audio là où M. Borderès me menaçait, puisqu'il avait l'habitude de le faire. Donc, il y a ça. Il y a aussi les mails qu'il avait envoyés. Il y a la conversation avec Ali Ouattara qui me demandait les 10 millions. Au fait, j'ai fourni toutes ces preuves-là avec la conversation du chef du village et toutes ces évidences, ça les accablait. Donc quand on leur demande, ils disent « je ne me reconnais pas dedans ». J'ai même précisé, j'ai même donné les factures de montant qui ont été changées, revus à la baisse. J'ai apporté tous les éléments et tout ça. Donc, le juge a dit le 12 juillet, il allait avoir le délibéré et tout ça. Bien d'accord. Donc, pendant ce temps, il y a un de leurs responsables, du nom de M. Tami Koltenov, qui est consultant, voilà, qui connaît bien mon cabinet conseil d'ailleurs, qui avait voulu nous rencontrer. Il nous a donné rendez-vous à Makori, à zone 4 et tout ça. Donc nous sommes arrivés, mais nous sommes laissés en retrait pour des raisons de sécurité et il échangeait avec mon cabinet conseil. Donc en échangeant, il dit à mon cabinet conseil que M. Aké, il a raison pour laquelle je viens faire cette proposition-là pour qu'on laisse tomber l'affaire. Et il a proposé de me verser la somme de 100 millions pour que le problème soit résolu. Moi, quand mon cabinet conseil m'a dit, j'ai dit c'est vrai que 100 millions, c'est vrai que c'est beaucoup d'argent, mais quand je fais le point, c'est qu'ils me doivent, selon les différentes phases, me doivent 446 millions. Donc même si on dit un mauvais procès vaut mieux qu'un bon arrangement, au moins qu'il essaie de faire au moins 300 millions pour que je puisse honorer mes engagements vis-à-vis de mes fournisseurs et puis vis-à-vis de mes créanciers et tout ça. Donc, comme mon cabinet conseil lui fait un retour, puisqu'il y a même eu des écrits entre eux et tout, mon cabinet conseil lui fait un retour,
Il me dit, on va se retrouver dans quelques jours. Puisque là, la première rencontre, c'était un mercredi. Donc le samedi qui a suivi, il se retrouve avec mon cabinet conseil et il propose la somme de 125 millions. Donc au départ, je n'étais pas partant, mais j'ai voulu voir leur bonne foi parce que j'avais remarqué que c'est des personnes qui disent des choses et qui se dédisent par la suite. Ils disent des choses et ils n'honorent pas leurs engagements. Donc j'ai fait exprès, j'ai dit oui, d'accord, je suis partant pour les 125 millions. Quand on lui a dit, il a dit d'accord qu'il va falloir prévoir un document, c'est-à-dire un rabattement et tout ça, et puis il va faire le chèque. Et jusqu'à ce jour, ce monsieur-là n'a plus donné de suite. Quand le cabinet conseil a essayé de le contacter, il dit qu'il était en voyage, il est occupé, il n'a pas de temps. Donc l'affaire est restée comme ça avec lui. Et pendant ce temps, j'ai fait mon cabinet conseil, enfin mon cabinet d'avocat a remonté l'information pour dire qu'il y a eu une tentative de conciliation ou un règlement à l'amiable et cela a été rajouté au dossier. Sauf que par la suite, on a compris qu'en réalité, enfin, c'était des hypothèses, mais on a émis l'hypothèse que le tribunal allait certainement se déclarer incompétent vu que le montant excellait 100 millions, puisqu'on parlait de 446 millions. Donc, mon cabinet d'avocat m'a conseillé de demander un transfèrement de l'affaire vers le pôle pénal économique et financier, puisque c'est eux qui étaient outillés pour pouvoir mener les procédures où le montant allait au-delà de 100 millions. Donc c'est comme ça que nous avons demandé que l'affaire soit transférée devant le pôle pénal économique et nous avons été au pôle pénal économique. Quand nous avons présenté les éléments de preuve, les évidences et tout ça, c'est ainsi que la procureure a pris acte du dossier et nous lui avons signifié que le Pascal Borderès projetait de quitter le pays. Puisque ce sont les échos que nous avons eus et tout, vu que ça commençait à devenir compliqué parce qu'il y a d'autres entreprises qui se plaignaient de ce même traitement-là aussi. Donc, enfin, il y avait la grogne et tout. Donc, ils projetaient de quitter le pays. Donc, nous avons signifié cela et tout. Et aujourd'hui, l'affaire, enfin, le pôle pénal a instruit la police criminelle de les auditionner. Donc, ils ont tous reçu des convocations. Ils sont allés pour l'audition. Donc là, on attend toujours que le rapport soit fait depuis pratiquement un mois. On attend toujours et on n'a pas encore eu de suite. Mais je voulais préciser pour dire que il y a même une deuxième entreprise qui est venue se joindre à moi aussi pour les mêmes faits, pour les mêmes motifs. Et cette entreprise a déposé une plainte aussi contre eux au pôle pénal économique et financier. Donc, il y a eu cet aspect-là. Mais au-delà de ça, je veux dire, c'est pour moi, tant que vous faites bien votre travail et que tout est dans les normes, que le client il est satisfait, c'était ça le plus important. Mais aujourd'hui, je me rends compte que tu peux vouloir bien faire le travail d'une personne, tu peux tout faire pour que tout se passe bien. Et en contrepartie, quand te mettent les bâtons dans les roues de façon délibérée, parce que là, je me rends compte que je ne suis pas le seul à qui ils font cela. Le contrôleur Ali Ouattara, après même que j'ai eu à dénoncer auprès d'eux, j'ai même donné les preuves, les écrits où il me demandait les 10 millions et où il m'avait même envoyé son RIB pour que je fasse le virement. J'ai remis tous ces éléments-là aux responsables de la société Promède Internationale AG au groupe Mitterrand. Je leur ai remis toutes ces évidences-là. Mais le Ali Ouattara continue toujours de travailler là-bas. Donc, je suis libre de penser que, mais finalement, ils sont tous de connivence, c'est une organisation. Et quand je fais des requêtes, à la limite, ça frise le mépris, au fait. Ça frise le mépris. Et toutes ces entreprises qui sont sur ce projet-là vivent les mêmes choses. Les montants de marché qui sont réduits, les factures qui ne sont pas payées à temps, les contrôleurs qui réclament de l'argent aux entreprises. Lorsque vous ne le faites pas, lorsque vous ne leur remettez pas les montants qu'ils vous demandent, on vous crée des problèmes. Vous pouvez même finir dans le nom, on vous trouve que le matériel indiqué ce n'est pas adéquat, les revêtements ce n'est pas ça. Pourtant, c'est eux qui choisissent les fournisseurs chez qui nous allons prendre le matériel pour pouvoir travailler. Donc le matériel que nous prenons, c'est ce qu'ils nous recommandent, mais
Même quand vous faites mal, pour certains, vous faites mal le travail, si vous donnez l'argent, les contrôleurs vont valider vos travaux. Et à cet effet-là, il y a même eu un scandale sur ça récemment. On parlait avec même le même groupe Promed, des centres de santé qui n'avaient pas été finis, qui ont été livrés et tout ça. Et ces sites-là, ce sont les sites qui étaient sous la responsabilité du Ali Ouattara en question. Et si aujourd'hui, l'État commet des personnes pour auditer tous les sites qui étaient sous lui sa responsabilité, ils vont trouver que tous ces sites-là comportent des malfaçons. Parce que c'est sa façon à lui de fonctionner. Il aurait même créé une entreprise. Donc, quand il crée des problèmes à nous qui avons été retenus, quand il fait sauter les entreprises, lui, il récupère les parts de marché et puis il exécute. Voilà ce qu'il fait. Et jusqu'à présent, ce dernier-là, il est toujours en fonction à Promed International. Je travaille toujours là-bas, avec toutes les preuves qu'on a apportées. Donc, vraiment, moi, je voulais dénoncer cela parce que le milieu de l'entrepreneuriat est vraiment complexe, surtout ici en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas du tout évident parce qu'avec toutes ces magouilles-là, vers la fin de l'entrepreneur, on n'arrive pas à s'en sortir. Aujourd'hui, ça a carrément freiné mes activités. Aux yeux de mes fournisseurs, je ne suis plus crédible. Aux yeux même de ma banque, je ne suis plus crédible. J'ai carrément injecté tout ce que j'avais parce que je voulais réellement travailler. Et puis, quand on essaie de vraiment faire valoir ses droits et tout, bon, ça traîne, mais voilà un peu ce que je voulais apporter. Ce n'est pas du tout facile.